Bonjour à tous, bienvenue à cet événement de lancement de Visual Planning V8. Une fois n'est pas coutume, nous ne vous recevons pas dans un événement, dans un lieu prestigieux cette année. Le format de cet événement sera un format digital, du fait évidemment de la situation sanitaire que vous connaissez tous. Alors merci de votre indulgence parce qu'on n'est pas des professionnels encore, en tout cas pas encore des enregistrements en studio télé. Le format va être nécessairement raccourci cette année du fait de cet aspect digital. Pour vous préciser un petit peu, on va faire quelques mots d'introduction. Ensuite, vous aurez évidemment la démo, la présentation des nouveautés V8. Et puis sur la fin de l'événement, toute une série de questions-réponses. Donc il ne faudra pas hésiter tout au long de la diffusion à poser vos questions. Pour m'accompagner sur cette présentation aujourd'hui, Thierry Liouville, notre directeur technique. Bonjour Christophe et bonjour à tous. Bonjour Thierry, ainsi que Farid Abdeltif, notre directeur consulting. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Bonjour. Alors évidemment, vous le savez, habituellement, lorsqu'on démarre ce type de présentation, c'est Christophe, notre directeur général, Christophe Poirmer, qui nous fait un mot de lancement. Donc une fois, comme habituellement, c'est à lui que je cède la parole pour un petit mot d'accueil. Bonjour, j'espère tout d'abord que vous allez tous bien. Avec la pandémie et la crise économique qui en a rapidement découlé, il était difficile d'imaginer que nous serions en mesure de développer une nouvelle version de Visual Planning dans notre timing habituel. Pourtant, nous l'avons fait, presque comme si de rien n'était, et cela grâce à toute l'équipe Stylog que je remercie ici pour son engagement. Je suis donc assez fier de pouvoir m'adresser à vous aujourd'hui pour ce rituel que beaucoup d'entre vous connaissez déjà et qui nous permet de vous présenter régulièrement le fruit de nos travaux, concentré dans une version majeure dont vous disposerez dès aujourd'hui. Dans un premier temps, j'aimerais remercier nos clients qui, tout au long de cette période difficile, ont continué et pour beaucoup ont même amplifié leur utilisation de Visual Planning. Merci beaucoup pour votre confiance et pour votre fidélité, car cela nous a permis de rester un acteur majeur sur le marché de la planification et de la gestion de ressources, et de poursuivre parallèlement nos investissements pour développer cette nouvelle release. Sans vous et vos encouragements, sans vos nouveaux besoins et sans les défis que vous nous lancez régulièrement, cette nouvelle version de Visual Planning n'aurait pas pu être ce qu'elle est. D'ailleurs, je vous encourage à continuer à nous challenger, car cela contribue à faire de Visual Planning un produit de tout premier plan. Le télétravail et la complexité accrue de la gestion des ressources à distance ont été de nouvelles sources d'inspiration pour la mise en œuvre de Visual Planning et nous ont aussi permis d'élargir notre clientèle. Encore merci à vous tous, car l'année 2020 a encore été une année de croissance pour nous. Notre activité s'est développée de 25% aux États-Unis et de 3% en France, ce qui est modeste mais apparaît toutefois comme une vraie réussite dans le contexte que nous avons connu en 2020. Nous sommes donc fiers d'avoir pu contribuer à aider beaucoup d'entreprises à poursuivre une gestion efficace de leurs ressources durant la crise, et cela grâce à Visual Planning. Avec l'amélioration de la situation et le rebond de l'économie que nous constatons depuis le début de cette année, nos ventes ont augmenté de façon significative et atteignent à ce jour un nouveau record de croissance dépassant 20%. Au niveau de ICE Group, auquel Stylog appartient depuis 2017, les résultats sont aussi en forte progression, de l'ordre de 10% en croissance organique et de plus de 25% en intégrant la croissance externe. Tout cela nous permet d'être enthousiastes et très confiants pour l'avenir de Stylog et très confiants aussi pour le succès de notre version phare Visual Planning qui sort aujourd'hui. Comme vous le verrez dans les présentations qui vont suivre, nous avons largement amélioré la couverture fonctionnelle de Visual Planning. Des améliorations significatives ont été réalisées au niveau de l'ergonomie des interfaces utilisateurs. Nous avons rendu Visual Planning beaucoup plus efficace dans sa version web et nous avons poursuivi le développement des fonctionnalités en rapport avec la croissance des besoins des entreprises en matière de mobilité. Aujourd'hui, nous ne pouvions pas vous accueillir dans un lieu prestigieux, comme nous avions l'habitude de le faire à chaque sortie d'une release majeure de Visual Planning. J'espère toutefois que ce webinaire vous plaira et que les présentations que nous allons faire vous permettront de vous projeter encore une fois dans de nouvelles idées d'utilisation de Visual Planning. J'espère vous voir bientôt dans un cadre plus convivial, où nous serons en mesure de partager nos expériences respectives des usages de Visual Planning. Merci encore d'être avec nous aujourd'hui et surtout prenez soin de vous et de vos proches.
Merci Christophe, merci pour ce mot. Désolé que tu n'aies pas pu être avec nous sur ce plateau. En tout cas, merci de ce mot d'accueil. Alors, avant de nous lancer dans la présentation en elle-même de le Visual Planning V8, quelques petits rappels. Je voulais faire quelques petits rappels, en particulier sur notre offre, sur l'offre Visual Planning. Donc, vous le savez, Visual Planning est disponible en version SaaS et en version on-premise depuis un certain temps. En version SaaS à travers nos offres VP Cloud et VP Cloud dédiées, et sur un format type abonnement de façon assez classique pour le SaaS. En version on-premise, le mode est un mode d'achat de licence perpétuelle avec un contrat de maintenance. Alors si je fais ce petit rappel, c'est parce qu'en V8, nous lançons une nouvelle offre, une offre de type souscription. Une offre qui va vous permettre d'installer le logiciel sur vos propres infrastructures ou sur un cloud d'entreprise, mais d'avoir une licence limitée dans le temps, donc une sorte d'abonnement sur des contrats de base de 12 mois a priori. Autre petit rappel rapide, au niveau de nos licences. Vous savez que tous nos produits, Visual Planning, VP Portal, VP Go, sont disponibles en licence nommée et flottante. Alors c'est un point important, notamment quand on parle de VP Go, puisque la licence nommée, c'est la seule qui permet d'utiliser VP Go en mode déconnecté. Je rappelle qu'on peut l'utiliser en mode déconnecté. Ce rappel des licences aussi pour vous dire, depuis maintenant je crois 18 mois, nous avons des licences bundle. Alors les licences bundle qui sont très très intéressantes pour les utilisateurs qui ont besoin d'accéder à Visual Planning, tantôt sur le client riche, tantôt via le navigateur, tantôt en situation de mobilité. Et puis dernier petit point, la fameuse licence ICAL, alors ICAL que vous connaissez, qui existe depuis déjà un certain nombre d'années. Bon, j'en dis pas plus maintenant, on va vous en parler tout à l'heure. Il y a une nouveauté importante au niveau de l'offre ICAL. Alors, enfin, avant de vraiment rentrer dans la présentation, juste un petit mot de contexte. Vous allez voir la démo, on l'a fait sur un modèle qu'on a intitulé Affaires Projet. En fait, c'est un modèle de planning très orienté gestion de projet, tout simplement parce qu'il y a pas mal de nouveautés de V8 qui sont axées gestion de projet. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet. Comme d'habitude, la présentation va être structurée en fonction des différents profils d'utilisateurs de Visual Planning. Donc on va parler des nouveautés pour les administrateurs, pour les planificateurs, pour les utilisateurs quotidiens, pour les utilisateurs en situation de mobilité, et on n'oubliera pas évidemment aussi les développeurs en fin de présentation. Ces petits mots initiaux étant faits, ça va être le temps de laisser la parole à Thierry, qui, je crois, va nous préciser un certain nombre de sujets sur les évolutions technologiques liées à Visual Planning 8. Oui, je vais vous rappeler un peu les prérequis de Visual Planning. Vous savez que le client dit riche utilise Java, donc dans la version 8, on reste donc compatible avec la version justement 8 de Java, qui elle est ce qu'on appelle une dénomination LTS, Long Term Services, donc qui permet d'avoir une maintenance assez longue, et d'ailleurs elle est annoncée jusqu'en 2030, donc ça laisse voir venir. Nous avons rendu quand même la version de Visual Planning compatible avec la nouvelle version LTS de Java qui est la version 11. D'ailleurs, l'ensemble de nos délivrables seront faits avec cette version. L'autre prérequis, c'est le serveur d'application. Donc, nous sommes basés sur des serveurs d'application Java. On utilise donc la dernière version et on est compatible avec la dernière version Tomcat 9. Et on a rendu aussi compatible avec la version 10 de Tomcat. Pareil, le délivrable de VP Server sera fait avec Tomcat 10. Et le dernier, c'est le SGBD qui est le support de persistance des informations de Visual Planning. Donc nous sommes toujours compatibles avec les différentes bases que sont MySQL, MariaDB, SQL Server, Oracle et PostgreSQL. Et nous sommes compatibles avec les dernières versions qui sont actuellement, et il y a les versions minimum seront fournies au moment de la livraison, mais nous sommes compatibles avec ces dernières versions.
Et puis je vais introduire aussi notre nouveau produit, non, notre ancien produit. Je crois que tu nous avais dit que tu nous parlerais de Windows 11 aussi. Ah oui, Windows 11. Alors Windows 11 effectivement qui va donc sortir finalement, qui a été avancé en octobre de cette année. Donc je ne sais pas quelle va être l'adhésion du marché, mais en tout cas nous sommes prêts en tout cas à faire tourner cette version de VP sur Windows 11. Même l'ancienne version, enfin la version 7 sera aussi compatible pour Windows 11. Très bien. Donc nous allons parler de notre lanceur qui a été introduit au moment de la version 7, qui nous permet de lancer Visual Planning indépendamment de Java. Donc c'est le fameux VP Desk qui, comme vous le voyez, a été renommé VP Desk Launcher. Christophe vous précisera la raison. En tout cas, changement de look, donc une interface nouvelle. Et surtout, nous avons mis à jour au niveau de Java, nous utilisons une JRE 64 bits qui permet d'avoir un accroissement de performance, en tout cas sur les grosses volumétries, et qui sera livré donc avec VP Desk Launcher. Oui, effectivement. Alors, tu me renvoyais la main sur le nom. Pourquoi VP Desk Launcher? Eh bien, parce que c'est l'occasion, cette V8, de clarifier un petit peu les noms que nous utilisons pour nos produits. Donc, l'ancien lanceur qui s'appelait VP Desk. VP Desk, c'est la dénomination maintenant du client riche. On ne parlera plus de Visual Planning client riche, mais de VP Desk, qui sera lancé donc avec le VP Desk Launcher que tu viens d'évoquer. Et puis évidemment, VP Portal et VP Go conservent leur dénomination, qui est un peu historique maintenant. Merci Thierry. Donc, il est temps de passer au premier profil d'utilisateur qu'on évoquait en introduction, donc les administrateurs. Et donc là, je te repasse la main Thierry sur la présentation de l'Admin Center. Alors l'Admin Center a subi enfin, on va dire, un relooking. Il avait un peu échappé en V7, on ne l'avait pas fait trop évoluer. Là, on a décidé de reprendre un peu la place des administrateurs et d'améliorer aussi l'expérience utilisateur de ce côté. Donc, une nouvelle interface assez orientée dashboard, où permettra aux administrateurs de retrouver très facilement les différents éléments qui constituent l'administration, que sont les plannings, les groupes, les utilisateurs, les services, les modules. Je ne vais pas tous les répéter, mais on les a regroupés au sein de ce qu'on appelle de petits widgets. Chaque widget, on trouvera les fonctionnalités accessibles sur chacun des widgets, sur les plannings, pour ajouter des plannings. Sur chaque entité, les menus ont été simplifiés afin de retrouver rapidement les actions possibles d'administration, que ce soit sur les groupes ou sur les utilisateurs. On remarquera en bas la présence de deux nouveaux widgets, en tout cas deux nouvelles fonctionnalités accessibles durant les widgets, qui est un widget permettant du monitoring en temps réel. On verra afficher la dernière heure en fait, d'activité du serveur de Visual Planning au niveau de la mémoire, au niveau du CPU, au niveau du nombre de requêtes et voir aussi la volumétrie transitée. Et à droite, on a donc le fichier de log qui est donc accessible en temps réel afin de pouvoir voir directement l'activité du serveur. Alors on mettra en évidence, là on voit une étoile, c'est qu'il y a eu une erreur sur le serveur, donc ça permet immédiatement d'être alerté qu'il se passe quelque chose sur le serveur et d'aller regarder de plus près en étudiant le fichier. Après, quelques fonctionnalités ont été ajoutées au niveau de l'administration des plannings, entre autres la possibilité de supprimer les historiques détaillés. Ceci constitue une grosse volumétrie de données à partir du moment où on active les historiques détaillés. Alors petit rappel, les historiques détaillés constituent en fait toutes les modifications qui sont sur toutes les entités, que ce soit les événements ou les ressources. En fait, on avait déjà mis en place un système qui permettait d'effacer en fait les historiques détaillés des données supprimées. Par contre, là, on va pouvoir effacer les historiques détaillés, par exemple, qui ont plus de 6 mois, de façon à pouvoir alléger aussi la volumétrie de données dans la base de données. D'autres fonctionnalités aussi utiles dans l'administration, comme pouvoir aussi afficher les plannings, trier les plannings suivant leur date de restauration ou leur nom. Alors ça, c'est très utile lorsqu'on a beaucoup de plannings à administrer. On a la possibilité aussi de pouvoir choisir des utilisateurs et dans le choix des utilisateurs de pouvoir activer ou pas une option qui nous permette de choisir les utilisateurs
actif. Lorsqu'on a beaucoup d'utilisateurs, ça permet aussi de pouvoir facilement supprimer ceux qu'on a désactivés. Et ça, c'est aussi des remontées que vous nous avez faites de vos besoins. La possibilité aussi de filtrer rapidement des utilisateurs suivant un groupe. Donc quand vous avez un groupe avec un certain nombre d'utilisateurs, de pouvoir filtrer. À ce moment-là, le widget des utilisateurs sera mis à jour avec uniquement les utilisateurs de ce groupe, ce qui permettra de faire de l'administration ou en tout cas de la visibilité rapide des utilisateurs du groupe. Et une autre fonctionnalité plus générale sur la supervision a été de pouvoir aussi activer les logs, dans les logs, la possibilité de voir toutes les transactions de database. Donc en fait, ça nous permettra de pouvoir étudier la volumétrie de transactions de base, le temps d'exécution aussi de la base de données, afin de pouvoir étudier au cas où on trouve des ralentissements, de voir si la base est le nœud du problème. Donc voilà l'ensemble des fonctionnalités, en tout cas en termes de présentation, et des nouvelles fonctionnalités ajoutées dans l'administration de Visual Planning. Très bien, merci Thierry. Donc pour résumer, effectivement, tu l'as très bien détaillé. Dans l'Admin Center, donc pour les administrateurs, des nouveautés liées à l'affichage, à la facilité de manipulation et d'accès aux fonctions. Et puis quelques nouveautés aussi importantes sur le monitoring, notamment en temps réel. Merci. Donc on va maintenant passer à la deuxième partie de la présentation pour le profil des planificateurs. Donc là on va parler maintenant de VPDesk. Alors il faut s'habituer à ce nouveau nom, anciennement Visual Planning Client Riche, donc VPDesk, que je vais lancer tout de suite sur le planning que l'on a choisi de vous présenter ce matin. Alors exactement comme Thierry l'a fait, je vais commencer par évoquer les éléments, je dirais, visuels, ceux qui sautent immédiatement aux yeux dès que le planning sera lancé. Et en particulier, on va commencer par le dashboard. Vous savez, cette notion qui a été introduite en V7, qui permet de créer des tableaux de bord qui donnent voilà, en un clin d'œil un certain nombre d'informations sur le contenu du planning. Alors, ce dashboard, les nouveautés. En premier lieu, un certain nombre de widgets qui existaient déjà ont été améliorés. Alors, les plus marquants sont les widgets dans lesquels on avait des listes de ressources, comme ici par exemple, où on peut maintenant éditer directement les entités depuis le widget, donc par exemple pour aller voir une fiche collaborateur, voire créer même des entités. On peut proposer la création, donc c'est valable pour les ressources, pour les événements. Autre nouveauté sur un widget qui existait, c'est les widgets rapports d'événements. Maintenant, on peut choisir les couleurs. Donc, si on a des couleurs assez corporate à mettre en place, on peut le faire par cette petite évolution. Et puis, l'évolution qui, de mon point de vue, sera certainement la principale sur ces widgets, c'est que dans les widgets HTML, on a modifié ces widgets pour rendre sensibles les liens URL. Donc ici, maintenant, vous avez tout à fait possibilité d'avoir des liens. Donc ici, pour aller directement sur VP Portal, ici pour lancer une vidéo qui serait intégrée au portail. Voilà, donc il y a ici un vrai atout à ce niveau-là. Alors, sur les nouveautés, maintenant, les nouvelles fonctionnalités de ce dashboard, la première nouveauté, c'est la création de groupes de dashboard. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit de la possibilité de créer différents dashboards pour différentes catégories d'utilisateurs. Donc là, vous voyez, j'en ai un deuxième pour les techniciens. Donc ce dashboard, on a quelques propriétés ici, notamment le fait de pouvoir placer les widgets de façon libre, le fait de pouvoir choisir un fond d'écran. Donc on va vraiment avoir une personnalisation beaucoup plus poussée de ces tableaux de bord. Et puis surtout, le fait d'avoir des groupes, on l'a aperçu ici, c'est qu'on va pouvoir associer des utilisateurs à ces groupes. Donc chacun son propre tableau de bord dorénavant. Voilà, donc quelques nouveautés vraiment sympathiques. Alors, si on parle maintenant des nouveautés de VPDesk dans son ensemble, je vais utiliser une première vue ici pour ce faire.
Alors déjà, l'apparence générale. L'apparence générale de l'interface utilisateur, elle a été, de mon point de vue, sensiblement améliorée. Vous le voyez ici, on a un thème qui est dans les bleus foncés. Ce thème est désormais personnalisable. Donc vous pourrez demain choisir la couleur dans laquelle votre visual planning, votre VP-Desk va fonctionner. Autre élément qui saute aux yeux, ici on est dans un affichage avec des vues ressources. Lorsque j'active une vue ressource, j'ai une petite animation de la vue qui me permet de savoir immédiatement quelle est la vue active, dans quelle vue je me trouve. Autre élément, j'ouvre ce menu de paramétrage, on voit ici, il y a eu un très gros travail qui a été fait sur les icônes de fonction de l'application, qui ont toutes été revues, qui ont toutes été mises en cohérence. Et je pense que ça, à la longue, ça va vraiment avoir un impact de faciliter l'accès à ces fonctions. Et puis tant qu'on est à parler des icônes, quelque chose de très intéressant également. Ah pardon, alors ici je n'ai pas d'icône, donc on va aller directement dans les dimensions. Quelque chose d'intéressant, c'est que la gestion des icônes aujourd'hui a été grandement améliorée. À savoir, le petit album d'icônes qu'on avait historiquement a été remplacé par deux éléments. Le premier élément, c'est des albums répartis et structurés en catégories et sous-catégories. Donc qui vont permettre d'accéder à des icônes spécifiques dans ces classements. Et le deuxième, c'est une bibliothèque complète d'icônes, où là, vous voyez, on a alors, la possibilité de rechercher, et puis 80 pages d'icônes diverses et variées, avec, là encore, toujours dans le souci de personnalisation de vos plannings, la possibilité de choisir une tonalité de couleur. Donc là, vous allez pouvoir, comme ça, vos ressources, définir des icônes en fonction de vos couleurs corporate, je dirais. Donc voilà pour ces notions d'icônes. Donc je reviens un instant sur les vues type ressources, les vues qui ont des tableaux. On parlait tout à l'heure de l'animation. Deux petites choses, alors qui peuvent paraître des détails, mais qui dans le look général des plannings, je pense, vont avoir leur importance. Maintenant, toutes les colonnes peuvent être gérées en termes d'alignement. Ça, c'est une demande, je dirais, historique, qu'on a depuis de nombreuses années. Donc on va pouvoir comme ça centrer, aligner à gauche, à droite, comme on le souhaite. Petit détail aussi, mais qui peut être assez sympa, lorsqu'on a des rubriques de type ressources, on va faire remonter aussi les icônes et les couleurs dans ces rubriques. Voilà pour quelques nouveautés sur les vues tableau. Si on parle maintenant des nouveautés au niveau des vues planning. Alors au niveau des vues planning, il y a quelques éléments, à commencer par un élément de synchronisation. Vous savez, quand vous avez des affichages avec plusieurs vues planning, on avait historiquement évidemment la possibilité de synchroniser le défilement en date des deux vues, en filtre, en échelle. Là, on a rajouté la synchronisation du zoom. Donc, sur une vue planning qui est sélectionnée, vous pouvez zoomer et les vues qui sont synchronisées vont zoomer également avec. Alors également, petite chose qui est utile dans certains contextes, c'est, vous savez, cette barre qui donne l'heure courante, la date courante. Là, la nouveauté, c'est qu'on va pouvoir faire défiler automatiquement les vues planning en fonction de l'heure courante. Donc ça, très très pratique quand on est dans des contextes d'affichage d'un planning dans un accueil, par exemple. Et là, le planning va défiler tout seul, on n'aura plus besoin de scroller de temps en temps ou d'heure en heure. Alors après, des éléments qui sont là aussi très, je dirais, très visuels. Lorsqu'on va vouloir déplacer un événement, alors je vais me mettre un petit peu en arrière là pour pas... voilà, on va venir ici. Lorsque je vais vouloir décaler un événement, regardez bien l'échelle de temps. Voilà. Donc là, on a un highlight de l'échelle de temps qui va nous permettre de savoir exactement où est-ce qu'on se situe quand on fait du drag and drop d'événements. Là, ça va être vraiment, je pense, très très pratique également. Enfin, une autre petite fonctionnalité de confort utilisateur, je dirais. Quand on est dans des vues planning comme ça, qui s'étalent dans le temps, des projets qui sont peut-être sur une longue durée, on va pouvoir, au lieu de scroller à la recherche des événements, dire, bah, tiens, sur cette phase-là, j'aimerais aller au premier ou au dernier événement. Hein, ce qui permet vraiment de caler les choses directement, et ça va faciliter la vie à tout le monde, je pense.
Allez, trois petits éléments visuels encore sur les vues événements. Alors, vous savez, les vues événements, ce sont ces listes d'informations qui donnent un ensemble d'informations sur des événements en fonction d'un filtre. Là, la nouveauté, c'est pour faire le parallèle avec ce qu'on a sur les vues ressources. Depuis la V7, sur les vues ressources, ici on est dans une vue ressources, très bien. Depuis la V7, on avait donné la possibilité, vous savez, d'afficher le volet d'édition, de l'afficher directement. Ce qui permettait effectivement très facilement, une fois qu'on a son éditeur, alors personnalisé ou par défaut, peu importe, de venir en un clic voir toute l'information liée à un projet par exemple. Eh bien cette fonctionnalité, on l'a portée sur les vues événements. C'était un petit manque. Donc là encore, ça va permettre de donner des accès extrêmement facilités. Je vais réussir à l'agrandir, ma petite vue, là, ou pas? Voilà. Ça va donner des accès extrêmement facilités aux utilisateurs. Donc là, vraiment, sur une liste d'événements qui répond à un filtre, bien sûr, le simple clic va me donner toutes les informations là d'une tâche, en l'occurrence, dans cet exemple. Dernier petit point, oui, alors qui peut paraître accessoire, mais qui là aussi, je pense, aura dans certains contextes un vrai atout, un vrai intérêt. Quand on est dans une vue carte, une vue de cartographie, jusqu'à présent, les couleurs des pins de la carte étaient choisies automatiquement par le système. Là maintenant, on a laissé la possibilité de choisir une couleur particulière, donc évidemment par rapport aux ressources qui sont contenues dans les événements représentés par ces pins. Donc très pratique, parce que là par exemple dans mon planning, les pins verts c'est les événements sur lesquels on a déjà affecté des ressources, et puis les pins rouges sont les événements sur lesquels on n'a pas encore affecté de ressources, donc ça permet de les repérer de façon très visuelle. Et puis, ah oui, dernier élément, j'allais oublier cet élément qui, je pense, est probablement le principal. Donc pour ça, je vais aller directement dans cet affichage de planification. Ça concerne les éditeurs. Donc les éditeurs, si sur un projet donné, par exemple, je double-clique pour rentrer dans le détail de ce projet, donc les éditeurs personnalisés, ça tout le monde connaît. La grosse nouveauté, c'est là, c'est la Web View. Donc comme son nom l'indique, c'est la possibilité d'intégrer donc une vue web directement dans un éditeur. Donc là, alors là dans mon exemple, c'est très basique. J'ai simplement mis une page web, la page de notre site, c'est parfait. Mais je crois que ça peut permettre de faire bien d'autres choses. Thierry, je crois que tu voulais nous dire un mot là-dessus. Effectivement, avec cette Web View, ça va ouvrir la possibilité en fait d'intégrer des pages qu'on aura développées et qui pourront ajouter de la fonctionnalité en fait à l'intérieur de l'interface. Donc ça utilisera des technologies web à base d'HTML ou de JavaScript. On connaîtra effectivement l'entité qu'on sera en train d'éditer, donc ça permettra d'ajouter ou en tout cas d'agrémenter fonctionnellement dans ces éditeurs avec des fonctions non standards de Visual Planning qui permettraient aussi de coupler un élément de VP avec une application externe. Ouais, donc une ouverture supplémentaire vers le monde extérieur, je dirais. Tout à fait. Absolument. Voilà, donc sur ces aspects visuels, pour résumer peut-être, donc on l'a vu, une interface utilisateur presque totalement remaniée, en tout cas améliorée dans son utilisation pour les utilisateurs, des nouveautés dans les vues, des nouveautés dans les éditeurs, et globalement en fait une lisibilité et une facilité d'utilisation, je pense, qui va être vraiment améliorée. Très bien, donc ces éléments visuels étant maintenant passés en revue, on va rentrer un petit peu plus maintenant dans le vif du sujet et je vais te laisser la parole, Farid, pour nous parler un petit peu des nouveautés, là cette fois-ci vraiment fonctionnelles. Merci Christophe. Eh bien, je vais commencer par présenter quelques fonctionnalités plutôt orientées profil utilisateur, notamment sur la manipulation des événements. Alors là, comme on peut voir, par exemple, une des fonctionnalités nouvelles de la V8 est le split insertion, qui permet, via un drag and drop d'un événement sur un autre, ici dans notre exemple, on glisse un jalon sur une tâche, permet de diviser notre événement tâche et de décaler la partie droite de cet événement tâche. Donc on va juste refaire un petit peu la manipulation. Voilà, le jalon donc, sur l'événement de tâche. Et là, vous voyez que l'événement tâche a été divisé et que la partie droite a été décalée. Donc c'est une fonctionnalité assez intéressante en tout cas au niveau des utilisateurs car elle permet quand même d'éviter plusieurs manipulations car si l'on souhaite insérer de manière comme en V7 l'événement, on doit faire un clic droit,
diviser l'événement, le décaler. Donc là, comme vous pouvez le voir, on divise, on décale et ensuite on prend l'événement jalon et on le positionne entre les deux événements. Donc il y a vraisemblablement un gain de temps en termes d'utilisation. L'autre fonctionnalité V8, une nouveauté, il s'agit de la fragmentation. Donc la fragmentation, c'est quoi? C'est tout simplement la capacité de découper un événement en plusieurs événements, en autant d'événements que de périodes qu'il traverse. Ici, comme vous voyez dans l'exemple, l'événement de 5 jours a été splitté en 5 événements d'une journée. Autre nouveauté V8, alors pour celle-ci, il est important je pense de rappeler comment dans Visual Planning nous effectuons des affectations de ressources. Donc une affectation de ressources dans un événement, il suffit de faire un clic droit, affecter. Alors on va prendre celle-là par exemple, voilà, tiens, clic Très droit. bien. Affecté. Donc si nous faisons une affectation, collaborateur défaut, là, dans l'utilisation standard de Visual Planning, vous voyez un éditeur qui vous permet de choisir dans la partie du haut un ensemble de critères, donc des filtres, de choisir la disponibilité ou pas des ressources affichées. Alors plus une fonctionnalité de vérification d'habilitation et de géolocalisation. Tout ça en fait en font des critères qui vous permettent de préfiltrer les ressources avant de les affecter. Et bien dans la V8, alors dans un souci en fait, de simplification d'utilisation, nous avons maintenant des contextes d'affectation. Par exemple, si vous souhaitez affecter un collaborateur suivant sa disponibilité ou bien ses habilitations ou les deux, il suffira de créer des contextes d'affectation, comme ici le contexte d'affectation habilité et disponibilité qui vous permet directement de préfiltrer les ressources et là choisir les ressources humaines qui correspondent aux critères de ce contexte. En gros, ça va permettre de faciliter la vie des utilisateurs. Absolument. Ils n'ont plus besoin de se poser des questions avec cet éditeur qui était un peu compliqué. Absolument, c'était un éditeur qui était quand même assez lourd. Il fallait vraiment bien expliquer la méthodologie d'utilisation de cet éditeur. Là, la question ne se pose plus. L'utilisateur effectue son clic droit, affecté, suivant les habilitations et choisit ses ressources. Très bien. Mais ce n'est pas tout. Sur cette fonctionnalité, lorsque nous rencontrons en fait des critères non modélisables dans Visual Planning, par exemple des règles RH que nous ne pouvons pas justement intégrer en natif, eh bien nous avons les contextes d'affectation externes, ce qui se base sur du développement. Alors je vais laisser plutôt Thierry en parler. Alors effectivement, c'est comme tout à l'heure, à l'instar des éditeurs, où on a la possibilité maintenant d'ouvrir en fait la fonctionnalité d'affectation vers l'extérieur. Donc en fait, via un développement qui sera accessible via une URL, donc l'appel en Java, ça s'appelle des servlets, ça peut être en PHP, peu importe le langage, en fait de permettre d'appeler un service externe qui nous donnera le résultat attendu, donc un formalisme effectivement à respecter, mais ça permettra d'y donner de l'intelligence qui n'est pas directement accessible dans Visual Planning, de l'intelligence qui viendra de l'extérieur, d'outils externes, d'aller chercher de l'information à l'extérieur pour pouvoir affiner les critères de sélection d'affectation. Donc voilà, une fois de plus, encore un outil qui nous permettra d'ouvrir vers l'extérieur le Visual Planning. Très bien. Merci Thierry. Très bien. Alors, prochaine fonctionnalité qui est plutôt une amélioration, on va dire, du copier-coller d'événements fils sur des événements pairs. En fait, il s'agit de la capacité de Visual Planning à faire du copier-coller multiple sur plusieurs événements pairs. Là, dans notre exemple, on peut sélectionner donc un événement fils qui est du matériel et ensuite le copier et coller directement sur plusieurs événements pairs. Alors, voilà, coller, et très bien, et ça marche bien, et la contrainte se déclenche bien également. Oui, parce que mon Peugeot Boxer, il est bien utilisé dans cet exemple de débauche. Exactement. Autre amélioration, il s'agit de l'édition multiple de liens. Donc, nous n'avions pas la capacité en V7 de sélectionner plusieurs liens, donc via le contrôle, et surtout d'aller les modifier en une seule fois. Là, comme vous pouvez le voir, nous pouvons les sélectionner et les modifier tous en même temps. Donc réellement un gain de temps pour l'utilisateur et le planificateur lorsqu'il souhaite justement réajuster l'intégralité des liens entre événements. Alors la prochaine fonctionnalité correspond au plan de charge.
Alors là, dans cette nouvelle fonctionnalité, il s'agit plutôt de la nouvelle manière de prendre en compte un événement dans le calcul, et ce, en fonction des périodes qu'il traverse. Donc là, je pense qu'un petit exemple ne sera pas de trop pour vous expliquer la fonctionnalité. Là, vous voyez à l'écran un plan de charge CA. Celui-ci donc somme les CA des événements. Actuellement, le CA des événements est calculé en début de période. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la valeur de l'événement est prise en compte au début de la période que l'événement traverse. Là, vous pouvez voir dans l'exemple, si nous décalons cet événement, Pardon. je vous en prie, Celui-ci. voilà, vous allez voir automatiquement que la valeur sera prise en compte en semaine 41, mais juste en semaine 41. Idem pour ce second événement, donc on voit bien que l'histogramme augmente, mais que la partie de semaine 42 n'est absolument pas prise en compte. Voilà. Donc nous avons la capacité de définir le type de calcul en début de période, en fin de période. Voilà, là comme vous pouvez le voir, tous les chiffres sont pris en compte à la fin de la période où se termine l'événement. Et nous avons également dans chaque période ou au prorata, ça ce sont des fonctionnalités que nous avions déjà en V7. Alors, concernant la prochaine fonctionnalité, alors, il s'agit des contraintes d'objectifs. Alors, avant de l'expliquer, dans Visual Planning, lorsque nous avions un souhait d'avoir une alerte, par exemple pour l'affectation de ressources, imaginons que nous ayons un objectif d'affectation de ressources et que l'utilisateur devrait être alerté en cas de dépassement, nous avions que le plan de charge qui nous permettait d'avoir une alerte visuelle via les seuils, avec un changement de couleur. Eh bien, maintenant, grâce à la V8 et à l'amélioration de la fonctionnalité contrainte d'objectif, nous avons la capacité de définir cet objectif directement dans la contrainte d'objectif, donc directement dans un événement, ce qui a pour résultat de pouvoir faire varier cet objectif en fonction des périodes. Donc, période par période, nous pouvons avoir un objectif variable et surtout avoir une alerte, donc un pop-up, qui permettrait d'avertir ou d'interdire l'affectation. Ah oui, c'est-à-dire que avant ici, on ne pouvait choisir que la valeur fixe ou la valeur de la rubrique. Maintenant, on a la valeur d'événement. D'événement, exactement. Tu aurais un exemple à nous donner? Absolument. On pourrait prendre, pour exemple, le fait de mettre un objectif d'affectation. Voilà, disons que pour chaque jour de la semaine, nous avons un objectif d'opérateur, voilà, centre téléphonique. On doit affecter au maximum 5 opérateurs par jour. Alors, 5 opérateurs pour le lundi, 4 pour le mardi, etc. Et à partir du moment où nous réalisons les affectations, la contrainte se déclenchera à partir du moment où le nombre d'opérateurs dépassera l'objectif de l'événement dans lequel nous aurons défini justement le nombre maximum d'opérateurs. Ouais, donc variabilité dans le temps de l'objectif. Variabilité dans le temps de l'objectif et surtout alerte avec un pop-up. D'accord. Prochaine fonctionnalité, il s'agit donc d'une amélioration des règles de création. Nous avons maintenant la possibilité d'initialiser la note d'un événement avec une valeur. Là, dans notre exemple, à la création d'une absence, vous verrez qu'au niveau de la note, voilà, au niveau de la note, nous disposons donc d'informations. Donc la note est automatiquement initialisée via des informations. Alors il serait peut-être intéressant de voir au niveau du paramétrage de la règle de création. Oui, la voici. Voilà. Donc au niveau de la règle de création, on voit bien maintenant la petite note, la fonctionnalité note, qui permet justement d'initialiser via une rubrique. Alors là, c'est fait par une rubrique. Là, c'est fait par une rubrique. Tu dis nouveauté, mais tu ne nous la feras pas non plus, Farid. Nouveauté, c'est nous qui avons connu Visual Planning en V4, ça existait déjà en V4, non Thierry? Oui, mais bon, l'équipe de dev a mis quand même pas mal d'années à pouvoir le remettre enfin. Vous avez retrouvé le bout de code qu'il fallait. Et effectivement, oui, tu disais, Farid, on peut faire une valeur par défaut, très bien, comme en V4, mais là, on peut mettre selon une rubrique. C'est ça. Alors, c'est intéressant, en tout cas, sur cet exemple, car la rubrique utilisée est une rubrique de type concaténation. Donc ça, c'est une nouveauté aussi? Non, alors, c'est une nouveauté qui existait déjà en V7, mais ce qui est peut-être intéressant de rappeler, c'est qu'au niveau de Visual Planning, là, une rubrique concaténation utilise plusieurs autres rubriques pour
définir donc cette concaténation. Et là, on voit bien l'intérêt dans Visual Planning de pouvoir utiliser plusieurs fonctionnalités. Voilà, donc concaténer des rubriques, réutiliser la règle de concaténation et ensuite, via la règle de création, réinjecter tout cela au niveau de la note. Voilà. Très bien. Alors, là, je vais changer un petit peu donc, de type de fonctionnalité. Je vais m'orienter plutôt vers des fonctionnalités orientées gestion de projet. Donc, nous allons lancer un affichage favori Gantt avec une vue Gantt que vous voyez à l'écran. Donc, vous connaissez la vue Gantt, alors, ça fait quand même plusieurs années qu'on nous demande la capacité d'exporter notre vue Gantt dans MS Project. Eh bien, c'est fait, c'est possible. Il suffit de faire un clic droit, exporter vers MS Project, ce qui a comme résultat en fait de générer un fichier XML. Ce fichier XML pourra être réutilisé pour être importé dans MS Project et créer un projet MS Project. Alors une fois n'est pas coutume, j'ai osé installer Project sur mon PC. On va voir le résultat. Tac. Très bien, dossier. Alors c'était, oui, ça fait un XML, hein, tu c'est disais, ça. ouais. Et on va le créer comme un nouveau projet. Nouveau projet, absolument. Et voilà, donc vous disposez maintenant de la vue, donc des éléments de la vue Gantt Visual Planning directement dans MS Project. Et effectivement, tous les éléments affichés sont récupérés. Hein. Absolument, absolument. Alors oui, petite parenthèse sur cette diffusion, sur cet export, pardon. Thierry, je crois que c'est pas encore disponible dans l'autre sens. Hein. Non, Voilà. l'importation en fait est assez compliquée à réaliser en standard puisque les éléments de project sont beaucoup plus limités par rapport à Visual Planning qui est beaucoup plus dynamique en tout cas en termes de modèle. Par contre, il sera possible en tout cas via du service de pouvoir importer à façon en fait des projets project. Oui, c'est ça, un petit développement. Oui. Et donc cette fonctionnalité d'export vers MS Project, Farid, elle va être vraiment dédiée à de la diffusion en fait de l'information. Absolument. Je suis utilisateur Visual Planning, j'ai des clients ou des sous-traitants ou des fournisseurs qui n'ont pas VP, qui ont Project, je peux leur renvoyer directement mon résultat dans Project. Très bien. Très bien. Autre amélioration, alors il s'agit plutôt d'une amélioration plus qu'une nouvelle fonctionnalité. Nous avons la capacité maintenant dans la vue Gantt de faire de l'affectation de ressources via drag and drop. Donc si on prend un exemple simple, en haut à droite vous avez la liste des collaborateurs, il suffit de glisser, déposer un des collaborateurs, par exemple Fournier, voilà, donc manipulation standard VP, contrôle, et le collaborateur vient remplacer l'ancien collaborateur. Ouais, sauf qu'il ne veut pas, celui-là. Donc voilà, c'est pas très grave, mais effectivement, la liaison fonctionne bien. Je vais y arriver, je vais prendre le bon. Voilà, c'est bon. Eh bien, vous voyez bien donc, le remplacement et le déclenchement des contraintes. Alors, toujours dans la vue Gantt, et cette fois-ci, donc une des fonctionnalités les plus attendues, je pense, par nos clients, il s'agit du chemin critique. Donc le chemin critique est une méthode utilisée en gestion de projet pour identifier la séquence des tâches critiques qui comportent le chemin le plus long, donc la durée, pardon, qui comporte la durée la plus longue d'un projet. En cas de retard sur l'une de ces tâches critiques, automatiquement, le temps global du projet en sera impacté. Eh bien, c'est fait. Dans Visual Planning, nous avons la capacité maintenant d'afficher le chemin critique, comme vous pouvez le voir. Clic droit, chemin critique. Le chemin critique est mis en évidence via la couleur rouge. Cette couleur rouge est paramétrable. Vous pouvez définir une autre couleur si vous le souhaitez via les paramètres d'affichage au niveau des événements. Voilà. Et il est également possible de filtrer directement le chemin critique via le clic droit sur la rubrique « Filtrer chemin critique ». Et là, vous ne disposez que des événements du chemin critique sur votre affichage. Très bien. Une autre petite fonctionnalité pour finir sur la partie gestion de projet, une petite tooltip donc, qui vous permet d'avoir au niveau de l'infobulle toutes les informations concernant les dates de début, les dates de fin au plus tôt et au plus tard. Oui, et ça se déclenche quand on met le chemin critique en Exactement. place. Voilà. Et alors là, effectivement, sur les tâches de chemin critique, forcément, comme elles sont critiques, elles ont leur date de début au plus tôt, au plus tard, qui sont les mêmes, c'est logique. Mais quand on a d'autres tâches, effectivement, on peut voir l'élasticité, on peut s'autoriser pour décaler ces tâches. Très bien. Très bien, bah, écoute, merci Farid. Avec plaisir. Donc en résumé un petit peu de tout ce que tu nous as dit,
Donc le premier aspect, c'est que on l'a vu, il y a beaucoup de fonctionnalités qui existaient déjà, qui ont été vraiment abouties dans ces nouveaux TV8. En particulier des fonctionnalités orientées gestion de projet, c'est ce que tu viens de nous présenter. Et puis l'autre aspect, c'est qu'il y a des nouvelles manipulations des événements qui étaient attendues, tu l'as dit, le split insertion, beaucoup de clients nous en ont parlé. Donc là encore, une facilitation des manipulations utilisateurs. Alors, Thierry, c'est à toi maintenant. Je crois que tu as prévu de nous présenter. On parlait de diffusion de planning tout à l'heure avec MS Project. Un autre mode maintenant de diffusion de planning qui est l'ICAL. Il y a une grosse nouveauté là, je crois. Alors oui, effectivement, on a ajouté une fonctionnalité sur l'ICAL. Alors actuellement, on a déjà la possibilité effectivement de récupérer des flux ICAL depuis VP et les intégrer dans les calendriers sous forme de ce qu'on appelle calendrier internet ou calendrier externe, suivant le provider de vos calendriers. Par contre, un des défauts constatés par les utilisateurs, c'est que ces calendriers ne sont pas partageables. C'est-à-dire que seul l'utilisateur voit le calendrier qui vient de Visual Planning. Or, des fois, dans certains types d'activités, l'activité de Visual Planning fait partie d'une activité complète du collaborateur qui a besoin de diffuser, par exemple, sa disponibilité vis-à-vis au niveau de l'entreprise. Donc la solution, on l'a trouvé en V8 avec le module ICAL Synchro qui permettra maintenant simplement aux utilisateurs maintenant de déclarer en fait un flux ICAL venant de Visual Planning qui s'intégrera à l'intérieur de leur calendrier personnel. Alors ça passe par une déclaration d'application dans le système de calendrier, donc que ce soit Office 365 ou Google, pour l'instant ce sont les deux calendriers que nous avons ciblés, et une déclaration de la part de l'utilisateur d'une URL qu'on lui aura sûrement fournie, comme on lui fournissait avant une ICAL, on lui fournira une URL qui lui permettra de d'inscrire son calendrier en se loguant une fois sur son calendrier d'entreprise, et la synchronisation VP synchronisera automatiquement à pas régulier, comme on l'a vu défini au niveau de l'administration, vers le calendrier de la personne. Donc ça, c'est vraiment une grande nouveauté. Et là, on voit là dans cet exemple, tous les événements qui ont une couleur autre que bleu sont des événements qui viennent de Visual Planning, alors que les événements bleus sont des éléments du calendrier directement. Oui, et le côté couleur, il vient notamment de l'utilisation de la fonctionnalité des catégories. Oui, tout à fait. Donc on peut exporter les catégories dans l'ICAL, et si on paramètre bien son Outlook, en reprenant les catégories exportées, on aura un visuel de couleurs différentes sur son calendrier. Très bien. Alors pour autant, je crois on est toujours dans un flux unidirectionnel de Visual Planning vers le calendrier. Tout à fait. Ouais. Visual Planning est le maître de ces événements. Donc même si les événements sont modifiés dans le calendrier, c'est toujours VP qui aura de toute façon le dernier mot. Très bien. Sans transition, je te laisse la parole. Je crois qu'on a prévu de parler un petit peu, de faire un focus sur la partie internationalisation de VP. Oui, alors la partie internationalisation va se découper en deux nouvelles fonctionnalités. La première va permettre à une entreprise de partager un planning à des utilisateurs ne parlant pas la même langue. Donc le but est de pouvoir, au sein du même planning, d'identifier l'ensemble des entités de Visual Planning. Alors quand je parle d'entités de Visual Planning, c'est les filtres, les contextes d'affichage, les dimensions, les rubriques que l'on voit dans les tableaux, de pouvoir en fait leur donner un nom en fonction de la langue. Donc les langues gérées dans VP sont bien connues, sont le français, l'anglais, l'espagnol, l'italien et l'allemand. Donc on peut définir donc ce libellé en fonction de chacune des langues, et à ce moment-là, en fait, le résultat sera que chaque utilisateur se connectant suivant sa langue verra dans les affichages, les noms en fonction de la langue de son poste. Donc ça permet de partager vraiment un planning avec des langues différentes. Et la deuxième fonctionnalité dans ce qu'on appelle l'internalisation, c'est l'utilisation là par contre d'un même planning, mais des gens qui habitent je vais simplifier, des continents différents, donc des fuseaux horaires surtout différents. Bon, c'est vrai que au sein d'un même continent, on peut trouver plusieurs fuseaux. Mais là, ça permettra de partager les horaires en fonction des fuseaux.
Actuellement, ce n'est pas le cas. Actuellement, dans Visual Planning, quelqu'un qui, à New York, décide de créer un événement à 9 h du matin et partager son planning avec quelqu'un de Paris, à Paris, il verra l'événement à 9 h du matin. Or, c'est faux en général. Donc, quand on a déclaré soi-même à 9 h, c'est que c'était son 9 h à soi et qu'à Paris, ce n'est pas à 9 h, ça serait normalement 3 h du matin ou 15 h, non plutôt 15 h dans le sens là. Donc là, on a décidé de pouvoir donner la possibilité d'activer en fait la gestion de ce qu'on a appelé des fuseaux horaires. Donc de pouvoir voir au sein d'un même planning des informations déclarées dans des fuseaux horaires différents. Alors ça devra passer effectivement parce que les événements dans Visual Planning correspondent à un calendrier. Donc on sera obligé aussi de déclarer si un calendrier sur quel fuseau horaire il est déclaré. Ici on a ce cas où on a 2 calendriers horaires qui correspondent aux mêmes horaires d'ouverture, mais un qui se déclare pour New York et l'autre qui se déclare pour Paris. Ici, on a un collaborateur qui a son calendrier, qui est un collaborateur de New York. Donc lui, il a les horaires de New York. Nous, ici, on est à Paris. Donc on voit effectivement, ces tranches horaires ne sont pas du tout les mêmes. Visibles à Paris, pas de la même façon. Donc ça a pour effet effectivement, là maintenant, de voir un événement qui a été déclaré par un collaborateur à 9 h du matin. Nous, à Paris, on le verra, il sera bien 15 h. Alors ceci est valable sur tous les clients, c'est-à-dire qu'on l'aura sur VPDesk, on aura cette vision aussi dans Portal et aussi dans VPGo en fonction du fuseau horaire déclaré dans le navigateur ou déclaré sur le téléphone. Alors on a ajouté une petite fonctionnalité dans le client riche, c'est d'avoir la possibilité en fait de pouvoir choisir le fuseau horaire du client VPDesk. Par défaut, c'est celui de votre Windows et de votre poste. Mais si vous bougez et que vous avez envie de revoir dans un autre fuseau horaire et d'apercevoir immédiatement, donc là on voit bien maintenant, on a remis l'événement, le fuseau horaire de New York. Donc du coup, les horaires sont redécalés comme si on était à New York et non plus à Paris. Donc là, ces 2 fonctionnalités permettront au sein d'entreprises qui sont multi-pays, qui parlent multilangues, qui sont dans des fuseaux horaires, d'accentuer en fait, en tout cas d'améliorer le partage au sein d'un même planning d'informations horaires et les informations aussi au niveau de la langue. Très bien. Parfait. Écoute, merci Thierry de cette précision. Effectivement, ces fonctions d'internationalisation, je crois que maintenant que VP est de plus en plus utilisé en Europe et dans le monde, ça va apporter grandement. Je pense en particulier à nos collègues américains de Stylog Inc. Qui attendaient ça avec grande impatience. Oui, au niveau fuseau horaire, puisque là justement je parlais entre 2 continents, mais aux États-Unis, le même continent a 3 fuseaux horaires. Donc le même pays, même là, c'est le même pays qui a 3 fuseaux horaires et ça peut être très intéressant. Absolument. Voilà, très bien. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Thierry et Farid. Alors, sur le petit résumé à faire sur ces apports de VP8 sur le VPDesk, donc on l'a vu, on va en fait augmenter les champs d'application possibles de Visual Planning, la gestion de projet, l'internationalisation et plein d'autres choses. On augmente encore l'ouverture de Visual Planning. On a vu les points d'entrée possibles. Et enfin, toujours plus de simplicité pour les utilisateurs. Ça, c'est le leitmotiv depuis très longtemps. Parfait. Alors, on va passer maintenant à la partie VP Portal. Donc, pour VP Portal, je vais utiliser Chrome directement. Donc là, vous reconnaissez la page d'accueil le portail, on va dire, historique. Donc, si on publie les plannings, on a ces petits raccourcis ici. Donc, je vais le lancer. Je vais fermer ça ici et on va le lancer directement. Alors, au niveau VP Portal, quelques modifications. Je vais faire comme tout à l'heure, d'abord la partie graphique, et puis après on ira dans le détail des fonctionnalités. Donc, premier élément, le dashboard, ça vous le connaissez déjà, c'était arrivé en Visual Planning V7. Il a été encore amélioré exactement comme on l'a vu tout à l'heure pour le client riche. On peut éditer les entités directement ici. On peut mettre des liens sensibles sur les widgets HTML. Et puis quelque chose que moi j'aime bien aussi, c'est quand on publie sur le dashboard des rapports d'événements comme ça, en fait ils sont sensibles. Donc on peut
très bien, par exemple, se dire, tiens, moi je voudrais pas voir ma stat de nombre de jours prévus dans ma gestion de projet, mais je voudrais le comparatif réalisé, planifié, ou je veux que les planifier. Voilà, c'est des petites choses qui, là encore, facilitent la vie des utilisateurs. Autre élément qui saute aux yeux, la façon dont le menu est présenté. On avait deux façons historiquement de le faire. La première, c'était le bandeau d'en-tête, et la deuxième, c'était sur la partie gauche. Donc là, sur la partie gauche, on a intégré un niveau supplémentaire dans l'aspect responsive de VP Portal, avec le menu Burger, qui permet d'afficher ou de masquer, et puis ça se masque tout seul d'ailleurs quand on vient appeler un contexte. Ça laisse plus de place sur l'écran, c'est plus lisible, et puis là encore une fois, le côté responsive a été beaucoup travaillé sur cette V8, donc ça améliore vraiment les choses là aussi, y compris d'ailleurs, expérience personnelle, en utilisation de VP Portal, parfois même sur des téléphones, ça peut être utile. Voilà, alors les titres de contexte, ici vous voyez, on a pu maintenant mettre des petites icônes, donc ça donne une touche de personnalisation supplémentaire. Et puis les barres de titres ont été, là encore, souci permanent de donner l'accès facile aux utilisateurs. Les filtres sont accessibles directement maintenant. Avant, il fallait systématiquement passer par la petite roue. Très bien, on peut toujours, mais maintenant, s'il y a la place de l'afficher par rapport à l'aspect responsive, on a directement les filtres qui permettent d'accéder, de rechercher, et ça va vraiment être très, très pratique. Alors, un autre élément, il y a une notion qui apparaît maintenant quand on paramètre VP Portal, on appelle ça l'affichage courant. Donc cette notion-là, en fait, elle permet de laisser la possibilité à chaque utilisateur qui se connecte à un affichage de le customiser un petit peu selon son besoin. Et en particulier, l'espace pris par les différentes zones de l'écran et maintenant la fameuse largeur des colonnes. Ça y est, en VP8, on peut choisir la largeur des colonnes, on n'est plus contraint par le nombre de colonnes qui était divisé au prorata de la place qu'il y avait. Donc là, c'est beaucoup plus sympa aussi. Autre nouveauté graphique qu'on aperçoit ici, là encore je sais qu'il était une attente de pas mal de clients. Ce que certains appellent, là je fais un petit clin d'œil à Christophe Pormer, les poupées russes, les événements fils dans les événements pairs, la notion de conteneur-contenu, ça y est, en VP Portal ils sont présents, avec la possibilité évidemment venir éditer le fils uniquement ou d'éditer le père selon des éditeurs personnalisés si on en a mis en place. Et enfin, dernier élément, sur la partie graphique, j'entends, le glisser-déposer. Alors ici, on est sur les habilitations, je crois. En V7, on avait introduit la notion de sous-contexte qui permettait de créer des affichages composites dans VP Portal, un peu à l'image des affichages favoris avec les différentes vues du client riche. Et ces sous-contextes, en fait, ils existaient pour un certain nombre de contextes, de types de vues, mais pas pour tous. Et notamment, les vues ressources ne permettaient pas d'avoir des sous-contextes, ou en tout cas sans interaction. Donc là, ça y est, on a été à ce stade-là, et ça permet là aussi de faciliter la vie, c'est-à-dire que là, dans une problématique de gestion d'habilitation, j'ai une liste de collaborateurs, j'ai un rappel des habilitations courantes qu'ils ont, j'ai la liste des habilitations, et si j'ai besoin d'en créer une autre pour X ou Y raison, je prends une habilitation et je la mets sur un collaborateur. Je donne le détail éventuellement si c'est nécessaire. Alors au rafraîchissement d'écran suivant ou au forçage du rafraîchissement, on va voir effectivement que ça y est, c'est affecté, très bien. Mais on peut le faire dans l'autre sens aussi. Donc un collaborateur peut aller chercher une habilitation dans cet exemple. Donc ça marche dans les deux sens. Ça c'est vraiment pratique. Voilà, donc vous voyez graphiquement, il y a pas mal de petites nouveautés dans VP Portal. Mais il y a aussi des nouveautés fonctionnelles. Et là, un peu comme tout à l'heure, Farid, je te redonne la main sur la partie fonctionnelle. Merci Christophe. Alors, effectivement, toujours dans la continuité de l'évolution de notre client léger, on peut voir maintenant au niveau de VP Portal des vues Gantt. Donc, si nous lançons le contexte vue Gantt dans VP Portal, donc vous disposez de la même configuration que sur le client riche, avec la possibilité de créer ainsi qu'éditer des événements. Donc là, en passant directement sur l'événement et en cliquant sur la pastille, vous affichez l'éditeur personnalisé de saisie dans lequel vous pouvez affecter, compléter ou ajouter des informations. Donc création et modification d'événements dans la vue Gantt.
Nous pouvons également créer et éditer des liens directement à partir de la vue grande de VP Portal. Voilà, comme vous pouvez le voir, on vient donc de créer un lien et si nous souhaitons l'éditer, nous pouvons également l'éditer avec le petit menu pastille verte et là, vous disposez du même menu que sur le client riche. Et évidemment, nous avons aussi la possibilité d'afficher le chemin critique. Donc en passant par la petite roue, là, crantez et vous cochez la case afficher chemin critique. Et là, le chemin critique se met en évidence, tout comme le client riche en rouge. Bien sûr, cette couleur est aussi paramétrable. Concernant alors toujours les évolutions fonctionnelles de VP Portal, nous avons la possibilité maintenant de répéter des événements. Ah, très bien. Voilà, donc si nous cliquons sur un événement, donc là il faut qu'on change quand même de contexte, parce que ça se paramètre contexte par contexte. Donc on peut activer ou désactiver certaines fonctionnalités en fonction du contexte dans lequel nous sommes. Là, en sélectionnant voilà, un événement, là, vous voyez un ensemble de pastilles et l'une d'entre elles donc, celle-ci correspond au répété. Si vous cliquez dessus, la fenêtre de paramétrage s'affiche et cette fenêtre est identique à celle du client riche dans laquelle vous pouvez renseigner les paramètres de répétition. Voilà, une fois ceci paramétré, vous validez et l'événement ensuite sera répété. J'ai mis quoi, toutes les 1 mois après. Je crois que c'était tous les mois, donc là on ne le verra pas tout de suite. On ne verra pas tout de suite, bon, on va le répéter toutes les 1 semaine. Voilà, on va le mettre 2 fois. Validé. Voilà, et là on voit bien la répétition de l'événement. Toujours dans les évolutions fonctionnelles VP Portal, alors celle-ci aussi, une fonctionnalité bien attendue, la prise en compte des filtres à demander. Donc, pour rappel, le filtre à demander, si nous lançons donc l'affichage, le contexte, je vais prendre, je crois que c'est Gantt, oui, ça peut être intéressant. Voilà. Donc, toujours simplification d'utilisation, le menu des filtres au niveau du bandeau, vous lancez le filtre projet, et là, la fenêtre de sélection des projets s'affiche. Ça vous permet de sélectionner un ou plusieurs projets, vous validez, et là, au niveau de l'affichage, vous aurez la possibilité d'afficher que les projets que vous souhaitez voir. Très bien. Fonctionnalité donc qui n'était pas disponible en V7. Et pour finir sur cette partie, eh bien, comme pour le client riche, les contextes d'affectation. Donc les contextes d'affectation sont évidemment disponibles sur VP Portal via également une petite pastille. Donc lorsque nous cliquons sur la pastille d'affectation, vous disposez de tous les contextes paramétrés, disponibilité, habilitation, disponibilité et habilitation, vous permettant d'avoir une présélection des ressources répondant à ces critères. Donc une grande facilité d'utilisation et surtout une ouverture en termes d'utilisation pour nos clients qui souhaitaient utiliser du VP Portal mais qui étaient restreints en termes de fonctionnalité, notamment sur la partie affectation via des critères. Très bien. Très bien, merci Farid. Avec plaisir. Merci Farid. Effectivement, là, pour résumer sur VP Portal, on voit bien, là encore, le souci, depuis plusieurs versions majeures, d'améliorer les fonctionnalités mises à disposition dans VP Portal, d'élargir la couverture fonctionnelle de VP Portal. Et ça va bien dans la stratégie, la stratégie produit de Stilog que j'évoquais au tout début. Les utilisateurs, de plus en plus, vont basculer progressivement de VP Desk vers VP Portal. Là, on le voit avec les fonctionnalités qui ont été ajoutées en V8, c'est très flagrant. Alors avant-dernière partie, pardon, la partie mobilité. Donc pour ce faire, je vais essayer de vous montrer en partage d'écran un petit peu de VPGo. Donc j'ai ici sur mon écran, voilà, mon propre téléphone portable. Alors là, dans le studio, a priori, on capte à peu près bien. Donc, à la souris, je crois que la souris marche en interactivité. Voilà, très bien. Alors, VPGo en V8, quelques petites nouveautés. Voilà, le temps que ça se lance. C'est bien le planning affaires projet que nous utilisons. Donc là, le classique authentification qui utilise les capacités du téléphone.
Alors, première chose, lorsqu'on est sur l'accueil, donc on retrouve la personnalisation de l'accès aux différents contextes VPGO. Mais ce qui a été ajouté là, c'est le dashboard. On a alors un dashboard tel qu'on peut le proposer sur un téléphone, bien sûr. Ce n'est pas le dashboard de VPDesk. Mais des totaux de ressources, des widgets HTML, la météo. Voilà, on peut mettre quelques petites choses assez sympathiques ici dès l'accueil. Alors, il y a également une refonte, je dirais, de l'aspect général, de l'interface utilisateur de VPGO. Alors, ce n'est pas une révolution, mais c'est plein de petits détails qui vont faciliter, je pense, rendre plus agréable encore l'utilisation de VPGO. Donc là, on retrouve une vue qui est assez classique, en liste de ressources, mais dès qu'on va rentrer dans une ressource, la façon dont les éditeurs sont présentés, avec ou sans éléments de séparation, hein, on peut avoir des éléments de séparation que je n'ai pas mis ici, la façon dont on va accéder aux différentes informations, par exemple là, pour un collaborateur, l'historique de ses tâches, la navigation entre les différents menus, le choix des ressources. Quand je change une ressource ici, c'est beaucoup plus facile, immédiat, lisible, il y a moins de clics que précédemment. Donc ici, vraiment, il va y avoir un gros plus, hein, un gros apport sur ces modifications ergonomiques, je dirais, principalement. Alors, autre nouveauté, si je reviens un petit peu sur ma page d'accueil, on va prendre un agenda, voilà, celui-ci par exemple. Donc l'agenda n'a pas fondamentalement changé, hein. On retrouve l'agenda ici. Ce qui a changé, c'est que, et là encore, on est dans l'optique plus de responsive, hein. On en parlait pour le VP Portal. Pour le VPGO, c'est vrai aussi. Là, je suis dans la liste d'agenda qu'on connaissait, mon téléphone étant positionné en format portrait. Dès que je bascule mon téléphone en format paysage, le temps de l'ajustement, je retrouve ici un agenda. Alors j'ai été un peu vite, j'ai cliqué sur la tâche, pardon. En mode agenda, réellement. Donc là encore, pour les utilisateurs, selon le contexte, hein, selon la façon dont ils utilisent VPGO, ça promet, je pense, des utilisations beaucoup plus facilitées que ce qui était offert jusqu'à présent. Je me remets en portrait, je retrouve l'affichage initial. Oui, alors petit élément aussi, on n'a pas parlé ça tout à l'heure dans les clients riches et VP Portal, mais maintenant on a vraiment généralisé deux choses. La création de discussions VP WhatsApp, pour ceux qui utilisent VP WhatsApp, hein, la messagerie instantanée cross-client, et puis à l'intérieur des entités, quelque chose aussi qu'on a rajouté, c'est, vous savez, la notion de commentaire. Anciennement, c'était le forum, ça s'appelait, je crois, c'était en V5 ou V6, je ne sais plus. Donc ici, le commentaire, en fait, c'est vraiment le petit forum, voilà, qui permet d'historiser tous les commentaires qui sont apportés par les utilisateurs sur une entité, que ce soit un événement, une ressource, voilà. Juste pour préciser, en fait, ces deux éléments que tu as parlé, VP WhatsApp et au niveau des commentaires, en fait, manquaient dans VPGO, l'accessibilité en tout cas des commentaires, et surtout au niveau de VP WhatsApp, c'est que même les utilisateurs qui sont déclarés au sein d'un planning pourront utiliser VP WhatsApp. Avant, c'était une obligation d'être à l'intérieur de l'admin, là non. Donc on peut croiser des utilisateurs admin qui sont déclarés dans l'admin center ou des utilisateurs qui sont à l'intérieur d'un planning. Donc c'est surtout cette nouveauté-là qui est au niveau de VP WhatsApp, donc ce qui permet encore une fois de plus des blocages de temps en temps. On n'utilise pas VP WhatsApp parce qu'on est utilisateur à l'intérieur d'un planning. Donc, et en mobilité, ça prend tout son sens de communiquer. Absolument. Puisqu'on est loin. Oui, tout à fait. Très bien. Alors oui, je refais un petit rappel, je crois que je l'ai dit tout à l'heure, je ne sais plus, mais important. VPGO, c'est le seul des trois clients, VPDesk, VP Portal, VPGO, qui est disponible en mode déconnecté, hein. Donc si jamais je perds le réseau, je peux toujours utiliser VPGO, alors pour peu que mes contextes aient été chargés une première fois, que les données soient sur le téléphone évidemment, et dès que je retrouve du réseau, synchronisation automatique et synchronisation avec la base de données en direct. Mode déconnecté VPGO, licence nommée uniquement, hein, pas de licence flottante pour ce mode déconnecté bien sûr.
Voilà, donc sur le résumé de VPGO, là encore, on a ciblé les évolutions sur l'interface utilisateur qui a été améliorée et sur le côté vraiment responsive qui va permettre d'avoir des contextes de plus en plus, je dirais, sympathiques, faciles à l'utilisation pour tout le monde au quotidien. Il nous reste, Thierry, à évoquer une catégorie de population dont on n'a pas encore parlé, ce sont les développeurs. Les fameux développeurs. Les fameux développeurs. Donc là, à tout seigneur, tout honneur, on te laisse la main. Merci, c'est gentil. Depuis Visual Planning 7, en fait, les développeurs ont accès à l'API REST V2 qui permet de manipuler en fait, à peu près l'ensemble des données de VP que sont les ressources ou les événements. Donc on peut créer, modifier, ceci depuis cette API. On a vu qu'il y a un accroissement de l'utilisation, mais surtout ce qu'on a rencontré, c'est des difficultés d'utilisation. C'est-à-dire qu'en fait, la complexité de l'API REST vient du fait du modèle intrinsèque de Visual Planning, c'est que toutes les entités sont paramétrables. Donc l'API elle-même devient complexe à utiliser lorsqu'on a paramétré le planning pour un développeur. C'est-à-dire qu'il faut qu'il sache connaître les entités de VP correspondant à ses besoins. Absolument. Donc à l'instar des imports et des exports auxquels on paramétrait en fait l'échange vers un système externe, en fait on a développé l'outil qu'on a appelé API Designer qui permettra justement au niveau de Visual Planning de programmer ses propres API, donc de pouvoir déclarer ses propres API. Donc de façon assez simple, on pourra nommer une API, pouvoir déclarer les attributs dont on a besoin. Donc en fait, on choisit les attributs ici, donc dans cette boîte. Donc on choisit les différents attributs. Donc le développeur n'aura pas besoin de connaître les attributs Visual Planning qu'il devra aller chercher, mais par contre, on nommera les attributs suivant sa compétence, enfin sa connaissance à lui par rapport au SI dans lequel il est en train de l'intégrer. Oui, donc tu fais le lien entre le métier et la technique, quoi. Voilà, tout à fait. Donc ce lien-là va être en fait défini à travers l'API. On peut donc définir comme les API, et là je vais parler aux développeurs, des API en get, en put, en post qui correspondent à de la lecture, de la création et de la modification. Dans le cas de la lecture, on sera capable d'appliquer des filtres et ces filtres pourront être utilisés, le critère finalement dynamique dans les filtres qui sont en nommant permettront d'être utilisés comme paramètres. Et ces paramètres, vous pouvez les voir, c'est que là, automatiquement, en fait, on aura toute la documentation et la déclaration de cette API et l'utilisation. Ce qui permettra, en fournissant cette information-là à des développeurs, de pouvoir plus facilement, en tout cas, intégrer leur développement avec Visual Planning. Oui, c'est-à-dire que là, si je change le filtre, que je dis je veux tout le monde ici, la requête ici change. Voilà, la requête change. En tout cas, au niveau du résultat, non. Mais dès qu'on rajoutera un attribut, on l'a. Pour les filtres, là, comme on avait un filtre à demander, on avait un paramètre particulier à passer. Donc là, c'est simplification et déclaration de la part finalement de ceux qui connaissent le planning pour donner aux développeurs sans qu'ils aient obligés de connaître la structure complète de Visual Planning. Très bien, merci Thierry. Effectivement, oui, nouveauté intéressante que cet API Designer. Donc là, qui rejoint un petit peu plusieurs éléments qu'on a évoqués au fil de la démo, liés à l'ouverture complémentaire qu'on donne à Visual Planning. On le sait, depuis quelques années, Visual Planning s'intègre de plus en plus au sein des SI, de vos SI. On discute avec quantité de RP, d'outils de gestion, etc., des développements spécifiques. Ça y est, on a tous les points d'entrée maintenant pour vraiment faciliter tout ça, quoi. On a effectivement accentué les points d'entrée, on l'a mis au niveau des interfaces grâce aux éléments HTML qu'on pourra intégrer dans les interfaces, les contextes d'affectation qui permettront aussi de donner de l'intelligence externe, et là les API de faciliter en fait aussi cette intégration externe. Là c'est ceux qui seront à l'extérieur qui prennent la main, mais en tout cas de faciliter ces intégrations. Très bien. Parfait. Voilà, nous voilà arrivés au terme de cette présentation. Alors avant de passer à vos questions, et puis on va essayer d'y répondre du mieux qu'on va pouvoir, un petit mot de conclusion peut-être. Moi je voulais juste évoquer, on l'a déjà dit, mais c'est ce qui transparaît pour moi dans cette V8, c'est que encore plus qu'avant, on a le souci de coller au mieux aux attentes et à la variété des attentes, de vos attentes, des attentes de nos clients, et vraiment cet aspect intégration
l'intégration, il est crucial, quoi, hein, on le sent bien. Donc moi, je voulais vous laisser la parole à l'un et à l'autre. Peut-être toi, Farid, d'abord, plus d'ouverture, plus de capacité à traiter différents cas clients. On parle aussi de plus d'accompagnement, j'imagine. Absolument, absolument. Alors, je tenais à rappeler qu'effectivement, la satisfaction de nos clients reste une de nos priorités, que pour cela, nous continuons et continuerons à faire évoluer notre produit ainsi que les offres et services associés, et particulièrement sur l'offre de services de TMA, donc qui est de la tierce maintenance applicative, qui permet donc à nos clients de bénéficier d'un accompagnement sur mesure pour le maintien en condition opérationnelle de leur application Visual Planning. Très bien. Oui, et puis les informations TMA, donc si vous avez besoin d'informations sur la TMA, Farid et son équipe, et toute l'équipe commerciale Silog, on est tous à votre disposition, bien sûr. Dernier point, là aussi, je te laisse la main, Thierry. La V8, ça y est, elle est là. Oui. Et demain, qu'est-ce qui se passe demain? Ouais, next. En fait, ça va être quoi? Ça va être encore le fil qui est continu pour nous, c'est déjà de répondre aux attentes des utilisateurs, déjà, de nos clients, de ceux qui nous font des remontées. Et puis, vous avez bien vu qu'on a amélioré aussi les axes fonctionnels sur nos clients VP Portal et VPDS. Ça sera encore plus vrai pour la prochaine version, parce qu'il y a des fonctionnalités qu'on a envie d'intégrer et qui sont pour répondre à des besoins. Je dirais encore plus d'intelligence, j'aime bien ce terme, mais même si il peut être galvaudé, mais d'intelligence en tout cas et d'aide à la planification, c'est-à-dire d'aide à la décision, de l'intelligence aussi. Là, on travaille sur des moteurs potentiels de planification automatique, ou en tout cas d'ordonnancement automatique de tâches. Ça peut être très utile en production, par exemple. Et puis, encore plus d'intégration dans les SI des entreprises, c'est-à-dire ça peut aller jusqu'à l'écriture de connecteurs vers des produits standards, ou d'améliorer en tout cas l'intégration telle qu'on l'a déjà fait avec l'API Designer, mais d'aller encore plus loin. Il y a encore des choses à faire, il y a encore de quoi faire. Oui, très bien. Merci messieurs, à vous la parole. On attend vos questions avec impatience et on y répondra avec grand plaisir. Alors pour ces questions-réponses, pour vous préciser un petit peu comment ça va se dérouler, pendant la présentation, vous nous avez déjà posé pas mal de questions, merci beaucoup, qui ont été préparées par la régie, donc elles vont s'afficher sur l'écran. On va traiter ces questions-là dans un premier temps, et puis on verra également sur la fin, s'il nous reste un petit peu de temps, pour les toutes dernières questions que vous posez maintenant. Donc pour la première question qui nous a été posée, y a-t-il des modifications tarifaires prévues à l'occasion de la sortie de la V8 ? Oui, un petit peu. En tout cas, deux aspects principaux. Le premier, c'est une baisse du coût du serveur dédié dans notre offre VP Cloud. Et le second, c'est une plus forte dégressivité des prix de licence pour les très grosses configurations, qui sont de plus en plus fréquentes chez nos clients. Évidemment, nouvelle offre, nouvelle tarification, donc la nouvelle offre souscription, on-premise souscription, va avoir une nouvelle grille de tarifs, et on a fait très simple, c'est le même prix que le VP Cloud, donc mutualisé. Sinon, pas d'autres modifications de tarifs. Une question suivante. Combien de temps encore pour la maintenance des V6 et V7 ? Alors, a priori, c'est une question, je voyais là dans le chat, qui a été posée à de nombreuses reprises. Alors, vous savez que nos contrats de maintenance intègrent les corrections, les évolutions et le support technique. Pour la V6, les corrections, c'est déjà terminé. Le support, c'est encore possible, mais à partir de 2022, ça se fera sur devis. Pour la V7, les corrections seront possibles jusqu'en septembre 2022. Nos contrats de maintenance prévoient qu'une version antérieure est corrigée pendant 1 an après la sortie d'une version majeure. Voilà pour cette question. Une question suivante peut-être en régie. Quelle licence pour les ICAL dans les calendriers personnel. Thierry, peut-être tu peux répondre à cette question. Comme j'avais évoqué, en fait, comme on utilise les ICAL pour la synchro, en fait, on va utiliser les mêmes licences. Donc ça veut dire que c'est pas des nouvelles types de licences, c'est celles qui existent. Donc déjà, on va dire que ceux qui ont déjà des licences ICAL pourront utiliser directement cette nouvelle fonctionnalité d'ICAL synchro sans racheter de nouvelles licences. D'accord, donc je mets à jour ma V8, j'ai des licences ICAL, je peux tout de suite intégrer dans mes agendas personnels. Tout de suite, ça marche. Très bien. Merci. Question suivante. Fournissez-vous des environnements FTP, SFTP pour mettre en place des interfaces ?
Farid peut-être. Oui, absolument, c'est possible en VP Cloud dédié. Très bien, merci. On enchaîne les questions, Régie. Avec la nouvelle bibliothèque d'icônes, mes icônes de ressources utilisées précédemment sont-elles conservées? Ah oui, bonne question, Oui. Farid, comme tu as la main, vas-y. Absolument, seront conservées et enregistrables pour une réutilisation. D'accord. On peut peut-être montrer d'ailleurs Absolument. ça. Alors, au niveau de ces icônes, oui, effectivement, voilà, j'ai une ressource. à fait. Lorsque je veux aller voir l'icône de cette ressource, j'ai effectivement un petit bouton qui me permet d'enregistrer cette icône si je Tout veux à la fait. réutiliser. Très bien. Merci. Question suivante en régie. Avez-vous réglé les problèmes de contraste des lignes des plannings? Quel sujet. Un sujet qui nous a beaucoup occupé en V7. Thierry, tu as la main évidemment sur cette Alors, réponse. effectivement, comme on a pu le constater en tout cas historiquement, c'est que suivant les versions, en tout cas de la 5.3, 6, 7, on a diminué en fait la visibilité des grilles qui était souvent une critique où on ne voyait que la grille. Alors effectivement, on est arrivé à un niveau que certains utilisateurs ou sur certains ordinateurs, la lisibilité remontait assez peu visible. Donc on a essayé de régler le problème puisque tout était calculé en fonction de la couleur de fond du planning choisi. Donc on a pu régler le problème en donnant la possibilité dans les affichages de planning et de tableau de pouvoir accentuer ce contraste. Donc en gros, dans le cas ici où c'est un fond blanc, donc ce sont des lignes qui sont légèrement grises, donc elles deviendront plus foncées, voire quasiment noires, si on pousse le curseur. Donc là, vous avez, vous avez une précision au pourcentage près. Allez, 50%, voyons voir ce que ça donne. Voilà, donc là on obtient un contraste assez fort. Donc là, la lisibilité est accentuée, en tout cas sur les plannings, on voit bien les cases, les jours, les lignes dans le planning. Parfait. Merci. Je crois qu'il y a d'autres questions. Voilà. À quoi correspond l'icône lune en haut à droite de l'écran? Oui. Alors, on n'en a pas parlé ça tout à l'heure. On a cette petite icône lune. À quoi ça sert? Alors en fait justement ça va encore avec la suite de ce qui avait été évoqué sur les grilles précédemment là, c'est que on a en fait voulu aussi travailler sur les problèmes de contraste. Donc ce qu'on appelle maintenant et ce qui est beaucoup utilisé maintenant sur les téléphones portables, c'est ce qu'on appelle le mode nuit, donc qui permet d'inverser en fait les couleurs, en tout cas au niveau de l'application. Donc ce qui fait que là une fois qu'il est activé, on va se retrouver avec un mode dark mode, night mode, enfin mode nuit quoi. Donc, vous voyez ici on a déjà au niveau du login on a déjà quelque chose qui est assez foncé et on va voir sur le résultat du planning, on va se retrouver avec une visibilité du planning complètement inversée, c'est-à-dire les fonds noirs à la place du blanc et vice versa. Donc là encore, oui, le temps que le planning s'ouvre. Voilà. On va dire, c'est un plus qu'on a donné aussi pour gérer les contrastes aussi et la visibilité pour certaines personnes maintenant qui sont habituées à utiliser ce type d'affichage dans d'autres applications. Et on parlait de la sortie avec Windows 11. Il faut savoir que dans Windows 11, le mode nuit sera activable. Donc ça voudra dire qu'il faudra aussi être capable dans les applications de prendre en compte si les gens activent dans leur système le mode nuit. D'accord. Ok. Très bien, merci. Est-ce qu'on peut passer à la question suivante? Les utilisateurs ayant des droits administrateurs de planning peuvent-ils ajouter de nouveaux utilisateurs? Là, on est dans l'admin. Peut-être tu peux enchaîner sur la réponse. Oui, effectivement, ça a souvent été demandé. Alors, on a ouvert en fait la possibilité de créer des utilisateurs et de pouvoir manipuler ces utilisateurs pour les admin planning, afin qu'ils puissent, des gestionnaires de planning puissent rajouter sans demander à l'administrateur général de pouvoir rajouter ces utilisateurs. Donc, cette fonctionnalité a été effectivement ouverte aux administrateurs de planning. D'accord, très bien. Question suivante. Est-il possible d'avoir plus d'un super admin sur une même configuration? Alors, elle va avec la question précédente, c'est que souvent la question a été toujours mêlée, c'est d'avoir plusieurs administrateurs généraux pour pouvoir justement gérer les utilisateurs. Alors nous, on a préféré donner finalement le droit aux administrateurs planning plutôt d'avoir à gérer plusieurs admins, full admin sur l'administration. Pour l'instant, il y a un seul full admin et on a donné un peu plus de droits sur les administrateurs planning. D'accord, ok. Très bien, on enchaîne avec les zones HTML pouvant être affichées dans un éditeur
peuvent-elles gérer les scripts? Alors on en a parlé un petit peu tout à l'heure, peut-être tu peux repréciser cette notion, je crois que c'est assez important comme évolution ça. Hein. Oui, oui. Là, on est vraiment sur. On a dit qu'on intégrait une page HTML vraiment, donc Ouais. on intègre vraiment toutes les normes des HTML, le JavaScript, le CSS. Donc on a des vraies pages HTML qui pourront avoir une dynamique, même gérée par le script. Donc on pourra utiliser des scripts à l'intérieur des pages qui seront intégrés autant quand on a vu là, dans les widgets ou dans les éditeurs même des événements ou des ressources Ouais. quand on invoquera ces nouveaux composants. Très bien, très bien. Ouais, donc là, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est vraiment, à nouveau, c'est une ouverture très importante qui est offerte là, hein, sur Tout à sur fait. les intégrations. Hein, Ouais, tout à fait. Avec ça, on a une dynamique avec le JavaScript, ces choses-là, on aura une dynamique potentielle Ouais. dans ces éditeurs-là. Excellent. On enchaîne sur les questions. Peut-on réaliser les mêmes manipulations sur les vues planning et les vues Gantt? Par exemple, ce qu'on a montré, insertion, split, j'imagine fragmentation aussi. Farid, est-ce que tu peux répondre à cette question, s'il te plaît? Alors oui, c'est possible, sauf par contre pour la fragmentation et le split insertion. Justement, ouais, Voilà. ouais, d'accord. Oui, parce que les vues Gantt sont construites d'une façon un peu particulière, Absolument. vu qu'une ligne égale un événement. Événement, Donc, voilà, pour l'instant, c'est pas disponible pour la fragmentation et split insertion. Bon, on enchaîne. Est-il possible de fragmenter justement les événements fils? Alors oui, il est possible de fragmenter les événements fils suivant le comportement de la hiérarchie. Si nous sommes sur un comportement identique ou en répartition de charges, la fonctionnalité ne pourra pas se faire. D'accord. D'ailleurs, petite précision sur la fragmentation, on a vu tout à l'heure la fragmentation en jour. Il est possible de fragmenter les événements en semaine si nous sommes en échelle semaine et que l'événement est en type journalier. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que la fragmentation se fait selon l'échelle qui est affichée au moment où on la déclenche. Quoi. Absolument. D'accord, très bien. On enchaîne toujours sur les questions. Alors on est encore là dans les questions hein, que vous aviez posées au tout début de la présentation. Y a-t-il une option pour changer le thème général de l'interface? Thierry. Alors oui, effectivement, comme vous avez vu, on a changé un peu le thème de l'interface de VP dans sa globalité. Donc en fait, c'est possible via en fait, l'administration où on est capable de changer le thème, de pouvoir choisir sa couleur. Donc elle sera reprise sur la page principale de lancement de Visual Planning. Elle sera reprise dans l'entête de la fenêtre de Visual Planning. Elle sera reprise au niveau aussi, ça servira de couleur de sélection d'ailleurs aussi. Avant, on n'en a pas parlé de ça, mais c'est vrai qu'un des changements, c'est que cette couleur de thème et aussi la couleur de sélection dans Visual Planning, afin justement de pouvoir aussi, on parle encore dans les contrastes de couleurs, la visibilité des choses, de pouvoir choisir finalement quelque chose qui sautera aux yeux dans la sélection ou qui, là, nous, on l'avait plus pensé effectivement au départ, c'est plus d'aller s'intégrer dans le SI, dans les applications d'une entreprise, de choisir la couleur dominante d'une entreprise. Et voilà, c'est pour faire plus corporate de l'entreprise et ça permet. Voilà. Donc, alors là, juste, excuse-moi, je t'interromps, je montre là, mais sur un autre environnement que celui qu'on a fait sur la démo, on a aperçu effectivement un fond, on le voit là sur le fond de l'admin de cet autre environnement. Tu parlais de couleur, il y a aussi l'image de fond, je crois. Hein. Oui, alors l'image de fond qui existe, on avait déjà fait 107, donc un petit rappel où on le reprend. Là, finalement, dans l'admin, maintenant qu'on a fait avec le mode dashboard, donc on le voit apparaître dans l'admin, il est repris potentiellement dans le dashboard de VP Desk. Et la nouveauté, c'est qu'on l'a repris aussi dans la page d'identification de VP Portal. C'est-à-dire qu'il se reprend aussi. Donc on peut aussi mettre ça. Là, il y a des nouvelles images qui ont été mises dans la version 8, mais on peut toujours personnaliser l'image de fond qu'on veut mettre. D'accord. Et effectivement, voilà, tu parlais du thème de la couleur. Là, voilà, sur cet autre environnement, on voit effectivement que là, on n'est pas dans le bleu qu'on a vu tout à l'heure. On est dans un environnement. Oui, qui a donc été c'est mis en repris rouge, aussi quoi. dans les icônes aussi. Ouais, Dans toutes les icônes. voilà, okay. Et tu disais oui, la sélection, effectivement, là, la mire de déplacement ou de création des événements, on la voit effectivement dans cette même couleur. Très bien. Très bien, merci pour cette réponse assez complète. Question suivante. Est-il possible d'envoyer uniquement un chat à un utilisateur spécifique où le message sera-t-il visible par tout le monde? Alors ça, c'est une bonne question. Là, ça fait référence à VP WhatsApp. On peut envoyer un message VP WhatsApp à un utilisateur unique pour autant qu'on ait créé une conversation avec cet utilisateur. Hein, voilà. Ouais. Donc c'est bien ça, on passe de toute façon par cette notion de conversation. Et là, on peut échanger avec cet utilisateur en particulier. Très bien. On enchaîne. Les vues cartes sont-elles disponibles dans VP Portal? Thierry?
Alors, c'est une bonne question. En fait, effectivement, c'est une bonne question et une bonne suggestion parce qu'en fait, effectivement, Oui, c'est pas là. C'est pas là, C'est pas là, mais je pense qu'on va le mettre vraiment dans la roadmap parce que je pense que c'est quelque chose qui peut être effectivement utile. En VP Portal, seule la vision des cartes à travers les éditeurs sont accessibles. Mais effectivement, une vue carte telle qu'on le voit dans VP Desk, ça peut être aussi intéressant sur VP Portal. Et effectivement, on va ajouter ça dans la roadmap. Très bien, Hein. parfait, très bien. Merci, on enchaîne. Est-il possible désormais de fermer une session d'un utilisateur unique ? Alors ça, je fais répondre à cette question. Non, c'est pas possible. En fait, si vous voulez, dans Visual Planning, vous avez vraiment, on l'a évoqué en tout début de présentation, ces deux notions de licence nommée flottante. Et donc, il faut jouer avec ça, en fait, parce que c'est combinable. Et ça, c'est quelque chose qui est assez unique, je crois, c'est qu'on peut, sur une même configuration, combiner, avoir des utilisateurs qui sont rattachés à une licence flottante, d'autres utilisateurs qui sont rattachés à une licence nommée. Et donc, effectivement, il faut à la fois jouer avec ces différentes typologies de licences, et puis aussi faire passer le message aux utilisateurs qu'il y a une certaine discipline d'utilisation. Si je suis en licence flottante, je dois être averti que j'utilise une licence flottante, parce que mes petits camarades, ils attendent que je me déconnecte pour pouvoir ouvrir le planning. Donc je pense qu'il y a deux choses. Il y a cette notion de panachage des licences et puis cette notion d'éducation, d'accompagnement des utilisateurs dans la conduite du changement. Ça fait partie des choses, des messages à faire passer, quoi. Ok, question suivante. Est-il possible de scinder les vues VP sur plusieurs écrans ? De scinder... Ah oui, alors là, plusieurs notions là-dessus. Donc l'affichage de VP en multi-écran, c'est tout à fait possible. Si j'ai deux écrans, je peux tout à fait avoir mon VP étendu sur l'ensemble des écrans. Par contre, pour avoir les vues VP, elles sont affichées dans le cadre d'un affichage favori. L'affichage favori, il est dans le cadre d'une session. Donc je ne peux pas prendre une vue, par exemple, la sortir de VP pour aller la mettre sur mon deuxième écran. Par contre, je peux, en fonction de l'extension de mes écrans, avoir une fenêtre qui prend les deux écrans, une vue à gauche, une vue à droite, et créer mon affichage pour ça, pour cet affichage multi-écran. Oui, c'est ça. C'est ça. Oui, Okay. c'est ça. Je parle sous mon contrôle. Très bien. Question suivante. Le fait de pouvoir intégrer des événements VP dans l'agenda Outlook permet-il de faire remonter une alerte avant l'événement? Oui, d'accord, 15 minutes avant, par exemple. Thierry, oui. Je vais répondre, oui. Alors, comme on a dit, cette fonctionnalité, elle vient en plus de celle qu'il y avait avant d'importer des calendriers, où là, effectivement, dans l'import de calendrier, on n'avait pas les alertes, elles n'étaient pas prises en compte. Maintenant, effectivement, en intégrant les calendriers par la synchro, en fait, l'alerte sera celle, alors pour l'instant, ce n'est pas dans Visual Planning que vous allez définir l'alerte, c'est l'alerte qui sera définie dans votre calendrier par défaut. Donc si vous avez mis 15 minutes qui est votre alerte par défaut, ces événements-là seront sensibles à l'alerte, donc ils seront déclenchés 15 minutes avant. Donc oui, ça tiendra compte des alertes, contrairement à avant, mais la définition du délai sera standardisée, enfin globale dans votre Outlook. Ce n'est pas encore défini par Visual Planning et par événement surtout. D'accord, c'est ça, c'est l'agenda de messagerie, enfin c'est le client de messagerie qui définit ce paramètre. Ça, ouais. Ok. Question suivante. Concernant les pièces jointes, les multiples clics ont-ils été supprimés? À ce jour, pour ouvrir une pièce jointe, nous devons cliquer sur plusieurs liens avant d'ouvrir la pièce jointe. Je ne suis pas sûr de très bien comprendre la question. Farid, est-ce que ça t'inspire peut-être? Il est déjà possible dans Visual Planning de lancer une pièce jointe directement en double-cliquant dessus, en passant par un mode tableau ou bien en passant directement par l'éditeur. C'est ça, c'est-à-dire que si j'ai par exemple, je sais pas, une vue planning construite sur une dimension chantier, et puis j'ai des pièces jointes dans une des rubriques, si je mets cette colonne, si cette colonne est dans affichée, le tableau, vous voyez l'URL, double-clic, j'ouvre la pièce jointe. double-clic, la pièce jointe s'ouvre automatiquement. C'est valable aussi pour les tableaux d'événements. D'accord. On retrouvera exactement le même fonctionnement. Tableau de ressources. Très bien. Alors là, effectivement, on arrive peut-être sur des questions qui sont posées par des utilisateurs sur des contextes particuliers d'utilisation. Donc, aux participants qui a posé cette question, n'hésitez pas à revenir vers votre interlocuteur commercial pour qu'on vous montre un petit peu toutes ces possibilités. Question suivante. Je ne crois... Alors oui, on me disait que c'était la dernière question a priori qui avait pu être préparée par la régie pendant la présentation. Donc là, je me tourne sur la petite tablette qui nous donne les toutes dernières questions que vous nous avez posées. On
On va encore en prendre quelques-unes. Alors, il y en a vraiment beaucoup, hein, donc merci, parce que ça montre l'intérêt de tout ce qu'on vous a montré, pour tout ce qu'on vous a montré. On va essayer d'en répondre à quelques-unes comme ça en direct, et puis les autres, évidemment, hein, on reviendra vers vous, celles qu'on n'a pas pu traiter, pour y répondre. Alors, je vois ici, est-ce que vous avez dans la roadmap produit la fonctionnalité d'export des rapports sous Excel? Alors si on parle des rapports d'événements, ça existe déjà. Ça existe déjà, hein. Je suis sur un rapport d'événement, clic droit, exporter, je peux le mettre dans Excel ou dans CSV, c'est ça? CSV ou Excel. Et je crois même, si je ne dis pas de bêtises, qu'en V7, on a donné la possibilité d'accéder à cet export par une URL, non? Par une URL, on peut appeler de l'extérieur. Voilà, le but, cette solution se permet d'automatiser des exports où les gens peuvent déclencher en fait un programme qui permet de simplement des petits programmes tout simples qui extraient d'une URL et sauvegarde de fichiers, quoi. Donc là, par appel d'URL, ça renvoie le contenu du fichier. Très bien. Ah oui, une question, alors que là c'est pour toi Farid. Lorsque la répétition d'une action sur un événement tous les mois par exemple, je répète un événement tous les mois tout au long de l'année, est-il possible de le décaler par exemple si sur un mois de la répétition, l'événement tombe sur un jour férié ou autre? Est-ce que je peux, lors de cette répétition, faire en sorte que l'événement soit décalé? Alors déjà, si l'événement, lors de la répétition, tombe sur un jour férié, il est automatiquement décalé. Parce que ça suit en fait le calendrier de l'événement en question. Donc automatiquement, Visual Planning prend en compte justement cette notion de calendrier, et si la répétition arrive sur un événement jour férié, oui, l'événement est automatiquement décalé à la journée travaillée d'après. Et je crois même qu'on peut choisir, hein, c'est-à-dire qu'on ignore, on décale après, on décale avant. Exactement, ça, ouais. Et au niveau de l'interface de paramétrage de la répétition, vous pouvez choisir est-ce qu'on prend en compte ou pas la notion des fériés. Très bien. Merci. VPGO, on demande une précision sur quand on a une licence VPGO flottante, hein, on reparlait, licence nommée, licence flottante, qu'est-ce qui n'est pas accessible, qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Et bien tout simplement, c'est le mode déconnecté. Pour utiliser VPGO en mode déconnecté, il faut une licence nommée. Voilà. Sinon, l'ensemble des fonctionnalités sont accessibles, qu'on soit en nommée ou en flottante. Hein, oui, ça c'est juste la partie des connexions, effectivement, enfin gestion en mode déconnecté qui n'est pas gérée en flottante. D'accord, ok. Alors là, il y a pas mal de questions qui sont très spécifiques à vos contextes particuliers, donc je pense qu'on va les traiter individuellement. On va vous rappeler. Pour le contraste des lignes de planning, peut-on affecter un pourcentage par défaut sur toutes les vues planning ou faut-il modifier chaque affichage un par un? C'est un paramètre des vues, donc quand vous créez votre vue, vous enregistrez votre vue avec ce paramètre-là. Hein, exactement comme vous enregistrez une vue avec les colonnes, avec les différents paramètres. Oui, alors si je peux me permettre, oui effectivement c'est le cas, mais ce n'est pas la première fois qu'on nous demande ce genre, là on parle du contraste, mais la première fois c'est le genre de demande qui est d'appliquer un certain nombre de paramètres directement à un ensemble de vues dans un affichage. Il est vrai, par exemple, on l'a déjà demandé pour les polices de caractères, par exemple, de pouvoir unifier plusieurs vues avec une police de caractères. Donc on essaye de réfléchir, c'est pareil, c'est un peu dans la roadmap, de savoir comment on va avoir la possibilité de généraliser des paramètres sur des vues, de pouvoir les appliquer de façon générale sur un affichage favori et des paramètres qui sont communs à l'ensemble des vues, des polices. Là, effectivement, on a rajouté le contraste, peut-être le contraste pourrait intervenir, mais c'est des choses qui sont en réflexion, effectivement. D'accord, ok. Je t'écoutais d'une oreille, je regardais d'un autre œil les questions. Alors, il y a beaucoup de questions sur la disponibilité, quelques-unes, comme je disais, assez spécifiques. Donc voilà, si on n'a pas traité vos propres questions, vous inquiétez pas, on reviendra vers vous. Je pense que là, on va pouvoir clôturer cette session parce que je vois l'heure qui passe. Mais pour clôturer, je vais quand même faire un petit point rapide sur justement les disponibilités, parce que je vois il y a plein de questions sur ce sujet-là, et c'était un sujet évidemment qu'on souhaitait évoquer. Donc au niveau des dates de disponibilité, quand la V8 est-elle disponible aujourd'hui? C'est la journée de lancement, la V8 est disponible aujourd'hui. Alors évidemment, là, dans la journée, on a encore la session en anglais cet après-midi, on a plein de choses à organiser. Donc par contre, dès demain, on peut vous appeler notre service administration des ventes et puis on peut vous livrer votre V8 pour vos environnements de test, vos environnements de prod, comme vous le souhaitez. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément très important,
ça concerne les clients, ceux d'entre vous qui sont dans le cadre de notre offre VP Cloud, donc l'hébergement mutualisé. Dans le cadre de cet hébergement, vous le savez, nous réalisons pour vous les mises à jour, mineures, majeures. Et là, en l'occurrence, pour cette mise à jour majeure qui est le passage en V8, les dates, je vous les communique dès aujourd'hui parce qu'elles ont été fixées très récemment. On va revenir vers vous pour vous le préciser, vous le confirmer. Mais les dates qui ont été choisies sont le 2 novembre et le 8 novembre prochain. 2 sessions de migration parce que vous êtes de plus en plus nombreux pour cette offre VP Cloud. Et donc, on a pas mal de serveurs à migrer. On va le faire en 2 vagues. Et donc, voilà, 2 novembre, 8 novembre. Retenez ces dates pour les VP Cloud. Mais on vous reconfirmera ça rapidement. Je peux juste te Bien préciser sûr, quelque chose, j'ai eu la confirmation hier par l'infra, c'est que par contre les nouveaux clients sur le VP Cloud, dès demain, pourront être installés en Absolument, V8, oui, bien sûr. tous les nouveaux clients. Bien sûr, voilà. C'est-à-dire que, alors moi j'allais parler sur les clients qui sont en cours de projet. Vous n'êtes pas encore utilisateur, mais vous êtes en cours de travail avec vos consultants. Là c'est pareil. Farid, je pense que les équipes sont prêtes. Absolument, nous sommes prêts. On peut effectivement passer directement en V8 pour déployer l'application. Très bien, parfait. Voilà. Et puis, effectivement, comme tu le disais Thierry, nouveaux clients, nouvelle livraison, nouveaux produits, livraison en V8, aussi simple que ça. Dernier point sur je vous parlais des hébergés mutualisés, des clients hébergés mutualisés. Ça me fait penser que, petit rappel, pour les clients qui sont en VP Cloud dédié, donc avec un serveur dédié, là, la date de migration, elle se choisit client par client. C'est un des intérêts de l'offre VP Cloud dédié, c'est que on peut choisir vraiment le rythme auquel on veut évoluer. Donc là, pour ces clients-là, on vous rappellera évidemment. Voilà, on arrive au terme de cette présentation. Donc merci, déjà merci Farid, merci Thierry. Merci évidemment à tous de nous avoir suivis. Je voyais là dans la liaison questions-réponses, on me confirmait qu'il y avait, je crois, quasiment 250 personnes qui étaient en ligne. Donc super, bravo, merci à tous. On a été ravis de vous présenter cette version 8. On espère que vous en ferez une bonne utilisation, que ce sera une utilisation agréable de cette évolution de Visual Planning. En tout cas, merci à tous et à très bientôt.